Je vais aujourd'hui vous parler d'une matière qui est le feutre. 今日お話しするのはフェルトという素材についてです。 Et le feutre n'existerait pas sans les brebis, les chameaux, les vigognes, les chèvres cachemire, enfin tous ces animaux dont on peut tondre le poil pour en extraire la laine. Pour travailler le feutre, on n'attend pas que la laine soit filée. Donc, ça ne passe pas par les filatures. On arrête le procédé avant le filage. Donc là, peut-être avant que vous voyez les images à la fois historiques et contemporaines des utilisations du feutre, je vais vous présenter quelques matières. Quand on parle de laine, on n'a pas en général conscience de la diversité des laines qui existent. C'est-à-dire finalement à chaque mouton, chaque brebis, une toison différente, une laine différente avec laquelle on va pouvoir faire un usage différent. Je pense que j'ai cru comprendre qu'au Japon, il n'y avait pas beaucoup d'élevage de moutons. Donc du coup, le feutre n'est pas forcément très connu ici. Par contre, en Europe, on a pu répertorier à peu près, voire plus de 500 variétés de moutons. Donc là, je vais vous faire circuler pour que vous puissiez toucher, puisque c'est une matière du toucher, c'est une matière tactile, quelques laines. Donc là, si vous voulez, c'est une matière très... Vous pouvez faire circuler. Vous allez vous rendre compte au toucher que les laines sont très différentes. Voilà quelque chose de beaucoup plus doux en texture. Non, non, ce sont des laines très, très différentes. Ça sent encore? Oui. Là, elles sont vraiment lavées, peignées, gardées. C'est un exemple assez étonnant de laine du tchubut, donc la Patagonie. De Patagonie. Et suivant le lieu où l'animal est élevé, suivant ce qu'il mange dans les pâturages, la qualité de sa laine est très différente. Donc moi, la première question que je me pose suivant le projet que je veux réaliser, que j'ai en tête, c'est quelle matière, quelle laine je vais utiliser. J'ai beaucoup voyagé en Chine de 2016 à 2019 et entre autres avec des étudiants, enfin j'ai donné des cours et j'ai participé à des workshops dans un centre où étaient formés de jeunes Tibétains qui étaient venus pour apprendre les techniques traditionnelles. Et donc, dans l'idée de travailler au plus proche de l'animal qui entoure les territoires, on a travaillé avec de la laine de yak. Donc là, je vous ai amené quelques bourres de yak. Donc, vous voyez, la laine est traitée complètement différemment, c'est beaucoup plus libre. Et, chose très étonnante, il y a aussi du yak blanc. On a l'image de ces grands animaux comme ça, avec ces grands poils. Et au départ, quand j'ai commencé à dire, OK, on peut travailler avec du yak, on m'a amené des sacs de poils de yak et de ces grandes fibres. Moi, j'ai regardé ça d'un air assez perplexe en me disant, mais là, non, je peux rien faire de ça. La laine du yak qu'on peut utiliser pour faire du feutre est effectivement la laine de jeune yak, c'est-à-dire au moment où la laine est très, très douce. Donc, est issue de la tonte de jeune yak. Voilà, donc vous avez pu, là, ça circule, constater les différences de toucher, les différentes laines qu'on peut utiliser. Soit je teins mes laines, moi, soit effectivement mes fournisseurs ont une gamme de couleurs que je vais utiliser.
Et moi, mon travail va être de jouer avec ces différentes couleurs et de les mélanger. Savoir que comme les laines, dans la laine, ce sont des fibres. Ce sont des fibres et qui ont des écailles. Donc le principe du feutre est quelque chose d'assez simple au départ. C'est uniquement une humidification de matière. Donc la laine est humidifiée et après on applique un mouvement et c'est ce mouvement qui va permettre aux fibres de s'enchevêtrer d'une façon finalement assez libre et anarchique les unes dans les autres pour pouvoir constituer un textile non tissé. Aussi bien je peux décider de travailler une laine uniquement blanche, donc je vais faire un tapis blanc ou une surface blanche, ou alors je vais pouvoir mélanger d'autres couleurs. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir utiliser mes couleurs et ma matière comme une palette graphique, comme un peintre. Peut-être on voit le film déjà, comme ça vous aurez une... Donc là, vous avez pu voir dans le film, effectivement, que outre la laine, il va y avoir aussi un travail qui va être un travail d'alliage, d'hybridation avec la soie. À partir des années 70, alors que le feutre est quand même tombé en désuétude depuis quelques années, quelques artistes de par le monde, beaucoup aux États-Unis et en Allemagne, en Europe, des artistes se sont emparés de cette matière pour lui donner un nouvel essor. Donc c'est dans cette lignée que moi je me suis un peu engouffrée, où j'ai pu commencer mes recherches, qui ont été finalement d'autant plus aisées que j'étais dans une ville comme Lyon, donc un des berceaux de la soie, de cette route de la soie aussi ancestrale, et où j'ai pu avoir accès aux réserves des soyeux lyonnais, puisque je fais des pièces uniques. Je n'utilise jamais 500 mètres de tissu. C'est vraiment très, très parcimonieux. Donc ce travail de recherche mené pendant plusieurs années m'a valu en 2008 être nommée au titre de maître d'art. Philippe, tu te reconnais aussi sur la photo, on est quelques-uns de cette promotion avec Madame Albanel. Bon voilà, là c'était une exposition donc dans les vitrines du ministère de la Culture avec un autre ministre, Frédéric Mitterrand. Donc le feutre est un des textiles un des plus anciens de l'humanité. Ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où les hommes ont élevé des moutons, ils ont découvert qu'avec un peu d'humidité, un frottement, ils pouvaient créer une matière homogène et qui allait les protéger. Le feutre, c'est vraiment une enveloppe qui vient protéger contre les intempéries et aussi contre le froid et pouvoir avoir un habitat. Donc c'est lié aux tribus turco-mongoles au départ et donc on est à peu près entre le 7e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on remonte très 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 loin. Et dans des tombeaux, c'est-à-dire que les seigneurs, les nobles étaient souvent enterrés avec leurs richesses, donc avec tant les pièces d'or que les feutres. Le feutre avait aussi cette vertu, aussi bien pour les populations nomades, mais que pour les notables. Il appartenait vraiment à la culture, vraiment tant dans l'aspect utilitaire des objets que dans l'aspect spirituel. Il y avait énormément d'amulettes qui étaient effectivement, donc tous ces objets qui étaient là pour protéger les populations,
pour les laisser avancer. Donc bon, pour en revenir à la carte, je sais, bon, Pazyryk doit être par là, donc dans des cours gammes de ce lieu, au milieu du XXe siècle, oui, ils ont découvert, donc dans des tombeaux gelés, quelques objets que je vais vous montrer pour quelques-uns dans ces tombeaux, donc qui ont été datés par les archéologues donc, du 5e, 3e siècle. Après, il y a, suivant l'histoire, les périodes, bon, des datations qui évoluent, mais globalement, on est quand même sur une période très lointaine. On est vraiment sur les plateaux de l'Altaï, donc on va toucher, si tu veux, comme c'était des populations nomades, c'est-à-dire ils vivaient dans des yourtes et ils traînaient leur habitation. Donc d'un pays à un autre, ils se déplaçaient et donc les influences se déplaçaient aussi. Donc je vous montre quelques-uns de ces objets. Donc celui-ci est daté du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une selle. Ils travaillaient leurs couleurs donc avec des teintures végétales déjà. Donc on voit déjà quand même une sophistication. Voilà, vous avez donc des fragments. Ça, ce signe absolument magnifique, déjà pareil de cette époque-là, et qui était dressé sur les chariots qui avançaient et qui traînaient, enfin les tentes des yourtes. Donc vraiment, il y avait une sophistication de cette matière absolument fabuleuse. Ces pièces dont sont conservées au musée, je ne sais pas si je l'ai dit, de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, et issues d'un catalogue qui s'appelle l'or des Scythes. Donc voilà, on est dans cette période-là et le feutre a sa place. Donc le temps passe, on revient dans une époque plus contemporaine. Nous sommes là en 2008. Là, ce ne sont pas mes photos, mais il y a eu à New York, à 2008, au Cooper Hewitt, au musée du design, une rétrospective sur le feutre. Donc à la fois le feutre historique, le feutre industriel et le feutre plus contemporain dont se sont emparés les artistes, et j'ai eu l'occasion donc d'être invitée à participer à cette exposition. Donc là, nous sommes sur les hauts plateaux mongols. On voit donc la laine qui a été fraîchement tondue. Chaque fois, d'un point de vue traditionnel et dans cet endroit du monde, la laine est aérée. C'est-à-dire qu'elle est brassée avec des longues tiges de manière, oui, à ouvrir les fibres. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Mais on peut aérer la laine, bien sûr. Pour que la laine soit déjà pénicardée, ça aide aussi à enlever toutes les impuretés. Les moutons, ça ne vit pas dans des salons, ça ne vit pas sur la moquette. Donc effectivement, même quand c'est lavé, il y a toujours des impuretés et il faut aérer les fibres. Oui, je pense que c'est vraiment la base du traitement de la laine. Là, on est vraiment c'est vraiment très, très artisanal. Il y a eu une évolution aussi du traitement de la laine. Donc là, on est vraiment dans des peuples qui vivent dans leur yourte et qui continuent à traiter la laine comme ça. Et s'ils veulent la feutrer, effectivement, il faut qu'elle soit ouverte. Et après, donc, ils vont l'étirer sur des grands tapis, l'humidifier, la rouler, et c'est comme ça qu'elle va se retrouver ici, enroulée, tirée par un cheval, et c'est le cheval donc, qui va créer le mouvement, et le mouvement de ce ballot qui traîne, qui va permettre aux fibres de se rétracter. Je ne fais pas comme ça. Ils utilisent pour faire les yourtes. Donc du coup, on est dans quelque chose de blanc, d'assez homogène. Après, effectivement, ils doivent teindre certaines parties pour faire les décors, pour faire les motifs. Là, on a l'intérieur des yourtes. Après, ce peut être des couleurs naturelles, parce que le mouton, il y a des brebis blanches, il y a des brebis rousses, il y a des brebis marrons. Donc, effectivement, ça fait déjà une gamme de couleurs sur laquelle on peut jouer. Et aussi, donc, il y a la teinture rouge, mais ça, effectivement, c'est éteint avec des pigments
naturelle. Et aussi, ils utilisent une technique qu'on appelle la technique du pré-feutre, c'est-à-dire on commence à préparer une matière, on la feutre pas entièrement, et après, une fois qu'on la laisse sécher, on peut la découper. Et c'est ça. Voilà, vous voyez là, ces motifs-là, donc c'est des motifs qui sont faits en pré-feutre. Donc avant le feutrage, ils sont présentés sur une matière, qui a été préalablement répartie. Et les motifs sont incrustés et après, une fois que la laine va être roulée, va être foulonnée, ces motifs vont s'incruster avec les autres matières. Ce que je sais, c'est que ces motifs traditionnels sont vraiment liés à une culture et sont vraiment liés à des traditions spirituelles très fortes. Et tout à l'heure, j'insistais sur la circulation, effectivement, d'un pays à un autre. On sait bien qu'il y a eu des influences et tous ces motifs, effectivement, ont perduré. Les chapeaux des derviches tourneurs, qui sont aussi en feutre, qui sont en poil de chameau, de jeunes chameaux. Voilà. Quand je suis partie en Chine, j'avais fait une conférence à Pékin. Et à la suite de cette conférence, une personne est venue me voir et qui était de l'ethnie Yi, en me disant, chez nous, on continue à faire des capes en feutre. Donc la population Yi vit principalement dans le Sichuan, ici, donc dans les montagnes du Sichuan. Et j'ai voyagé là-bas et un matin, dans un petit village, voilà, je vous partage un petit reportage qui retrace à peu près toutes les étapes du feutre. Alors encore, c'est une technique traditionnelle. Donc les bergers avec une cape effectivement traditionnelle faite en feutre. Les moutons, c'est évident. Pardon, la tonte des moutons. Voilà. Et la laine qui est ensuite entreposée dans ces ballots. Donc là, voilà, ce monsieur manuellement est en train de la trier encore pour enlever les imperfections. Voilà, ce sont un ballot de laine aussi, toujours derrière. Là, c'est une machine à carder, c'est-à-dire que la laine passe à travers ces rouleaux et ressort après en nappe. Je continue, donc à ma grande surprise, j'ai trouvé ces gens dans la rue qui installent leur grande natte en bambou sur 10 mètres, 15 mètres de longueur. Ils vont dévider justement ces nappes de laine qui sont effectivement conçues à l'usage dont ils ont besoin. Voilà, eux, ils font des capes et ils font ça depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, de la même façon. Alors, ils sont nombreux, c'est-à-dire que c'est une espèce de grande rue comme ça, et d'un côté à l'autre, chacun va vaquer à son activité, soit tout seul, soit à deux. Là, bon, c'est un couple, et là, ils sont en train donc d'arroser, d'humidifier la laine. C'est le process inhérent, c'est-à-dire que le feutre est une humidification de fibres et un mouvement. Alors, je pense que l'humidification, ça permet d'ouvrir les écailles. Et après, le fait de mettre du savon, ça permet de les lubrifier. Et du coup, entre une humidification et une lubrification des fibres, elles vont pouvoir s'enchevêtrer plus facilement. L'humidité est vraiment le principe inhérent. Je lisais que dans les hammams en Turquie, ils faisaient du feutre parce qu'effectivement, le degré d'humidité est tel que le feutre prend très facilement. Voilà, c'est des conditions d'hydrométrie qui sont importantes. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une eau avec un pH neutre, le plus neutre possible. Là, moi, je travaille toujours avec du savon de Marseille, mais ces peuples ethniques travaillent avec une vulgaire lessive. Voilà, donc là, ça a commencé à être roulé donc dans la nappe. Là, ça a déjà été roulé une première fois. Là, il foulonne au pied, de manière à créer le mouvement. Voilà, une partie du moment, là, on commence à voir que la matière
est déjà un peu plus stable. Elle n'est pas entièrement stable, entièrement feutrée, mais déjà, elle peut être enroulée sur elle-même pour pouvoir après être, voilà, bon là c'est fini d'enrouler, être stockée dans une bassine pour perdre son eau. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est faite à un moment et une autre étape qui est prise le lendemain, on revient là. Mais c'est relativement rapide. Pour que le feutre se fasse, pour que les fibres puissent s'enchevêtrer les unes à travers les autres, ça pourrait être du soin. C'est la graisse, le savon. Voilà, le savon est juste la graisse qui permet aux fibres de pénétrer les unes dans les autres. Alors eux, effectivement, là, ça doit être rincé, mais à une étape que moi, j'ai pas suivie. Donc ça, c'est pour ça, c'est le lendemain. Mais peut-être c'est même pas rincé. Voilà, et là, elle continue à feutrer le feutre sur lui-même. Parce que c'est aussi ce frottement de la matière sur elle-même qui fait qu'elle va se condenser, qu'elle va se rétracter. Et après, voilà, ce qui, moi, m'a fasciné, c'est qu'ils font des capes plissées. Donc, ils vont utiliser la capacité de modelage du feutre, de conservation de l'empreinte du feutre pour pouvoir faire des plis. Là, elle a une baguette et elle entoure sa baguette avec la matière et elle la compresse sur elle avec cette tige de bois. Voilà, donc elle passe cette baguette et après elle arrive, une fois toute la grande masse des 10 mètres qu'on a vu, voilà, c'est plié comme ça et ça va sécher comme ça. Alors, est-ce que ça sèche comme ça et après, il la rince, ce qui est aussi possible, parce que moi, quand je travaille à l'atelier, c'est le rinçage de la pièce, c'est la dernière chose que je fais. Une matière qui est vendue sur les marchés, que toute la population va utiliser et va porter, toute génération confondue et toute masculin, féminin. Donc évidemment, plus ou moins, mais voilà, après tout dépend lesquels, mais voilà, tous les usages, là, cette femme est en train de filer, donc la laine, on a tous les usages de la matière. Non, c'est vraiment dans la rue. C'est vraiment un vêtement encore très traditionnel. Combien de temps ça va durer encore ? Je ne sais pas. Et là, donc, on a des illustrations qui datent, c'est des illustrations qui s'appellent des Bai Miaotu. C'est des illustrations qui ont été faites en 1820, quand l'empereur en Chine avait besoin de répertorier quels étaient les costumes traditionnels, quels étaient les différents métiers et tout. Donc, il envoyait des émissaires qui allaient dans toutes les provinces et qui allaient voir comment ça se passait, qui rentraient à Pékin et qui expliquaient à des dessinateurs comment c'était. Donc ça, ce sont les illustrations originales de 1820. J'ai pas l'impression que les capes qu'on a vues soient très récentes. Je pense que c'est des teintures qui tiennent. Moi, j'en ai ramené une. Bon, ça tient. Effectivement, je pense que la couleur tient. Les couleurs indigo tiennent quand même. L'indigo, non, c'est l'usage traditionnel de la teinture qui se fait à froid dans d'énormes cuves. Et c'est une teinture à froid, la teinture à l'indigo. Donc là, les voyages servent aussi à ma création. Parce que l'usage que moi je fais du feutre va être un usage qui va utiliser une forme d'expression artistique. Et du coup, il y a un moment, après avoir fait ce reportage, c'est bon ? Après avoir fait ce reportage, j'ai cherché, moi, mon inspiration plus personnelle. Et voilà. Donc ça, c'est le travail photographique qui va être la source, après, d'autres recherches quand je travaillerai le feutre. Donc là, c'est l'évolution avec la matière. Comment je transpose ? Il y a une impression numérique. Quand j'ai commencé à travailler avec les soies,
j'ai commencé à travailler avec les soies des industriels soyeux lyonnais. Et petit à petit, j'ai décidé de créer mes propres textiles, mes propres motifs. Donc, ces propres motifs sont imprimés aussi sur des soies. Voilà, donc là, on est dans les débuts, dans les prémices de l'atelier, donc à Lyon, effectivement, où je travaillais donc avec différentes soies et mélangées avec des laines. Donc, on a toujours un aspect un peu de matière. C'est vraiment là, c'est la matière qui m'intéresse, où la soie, comme elle va être entraînée par la rétraction des fibres, elle va se plisser sur elle-même pour créer quelque chose de complètement nouveau, complètement voilà, quelque chose qui n'existe pas et que l'industrie ne peut pas reproduire. Je vais enchaîner assez vite. Donc là, on rentre avec du travail aussi, avec du lin, avec des lins dévorés. Donc moi, si je veux travailler pour créer un vêtement sans couture, parce qu'on peut parler là de certains vêtements, je vais d'abord dessiner ma forme donc dans un gabarit. Alors on va avoir un recto et un verso. Là, je vais pouvoir dessiner mes encolures. Et tout ça, ça va être mon guide sur lequel je vais répartir ma matière. Donc là, on est avec des velours dévorés. Donc je vais commencer à recouvrir toute la surface avec le textile. Je travaille à l'envers, c'est-à-dire que la face qui va être après visible sera contre mon gabarit. En un seul élément, puisque je vais chercher un jeu de couleurs, donc je vais répartir suivant les couleurs que j'ai choisies, petit à petit, avec une répartition très régulière, la laine sur la soie. Cette matière, elle est fragile, donc elle est humidifiée, mais je ne peux pas la toucher en tant que telle. Donc je vais mettre une moustiquaire dessus pour la protéger. Et là, à mon tour, donc je vais savonner cette matière. Des détails de matière en cours de construction en général. Voilà la pièce terminée, avec des détails de matière. Donc ça, c'est un hommage à Nina Simone. Donc, quand on travaille dans nos ateliers, on écoute, moi j'écoute parfois de la musique, mais j'ai beaucoup écouté Nina Simone à un moment. C'est un hommage à cette grande dame. Donc voilà, des détails de matière. Là, vous voyez ici, c'est une soie avec un fil qui a un fil de lurex. Donc du coup, elle va se rétracter différemment. Donc moi, vraiment, ce que je cherche, c'est tous ces effets de matière un peu superposés. Ça a été pendant une étape de mon travail ce qui était important pour moi. C'est les fibres de laine qui viennent pénétrer les matières que l'on met en contact. Et donc, les fibres vont venir pénétrer la matière. Et comme le feutre se rétracte, ça va entraîner l'autre matière. C'est vrai que il y a quelque chose d'assez magique. Donc voilà, une pièce finie. Donc là, j'ai été invitée il y a quelques années à faire une exposition au musée du feutre de Mouzon, dans les Ardennes, où il y avait une usine de feutre industriel. Donc quand je suis arrivée, j'avais rendez-vous avec la conservatrice du musée et je suis quelqu'un qui repère les lieux et je me suis promenée dans la ville et là j'ai trouvé une ville déserte où tous les bars étaient fermés, en cessation, enfin, et l'usine fermait petit à petit, donc d'une centaine d'ouvriers, ils étaient à cette époque-là une dizaine. Alors je suis rentrée dans la cour de l'usine et j'ai fait une série de photos de cette usine. Et donc, c'est ce travail que j'ai photographique que j'ai décliné pour l'exposition. Donc là, c'est jamais l'image, quand c'est un vêtement, c'est jamais l'image qui est plaquée. Je retravaille toujours mon image pour l'adapter au volume, parce que là, je suis dans le travail du volume. C'est pas comme les tentures qui sont au fond. Là, je suis dans un travail de volume que je dois vraiment adapter. C'est toujours aussi le mouvement, c'est l'enveloppe, le mouvement, la protection. C'est toujours à la base de
de mon travail, de ma recherche, surtout quand il s'agit de vêtements. Donc après, quelques temps plus tard, je suis retournée dans cette usine. Je suis allée à l'intérieur de l'usine. Ils avaient démonté toutes les machines. Et donc le feutre, comme je travaille sans couture, est infiniment réversible. Donc on peut aussi avoir l'autre version. On peut porter le manteau et vous allez avoir aucune couture. C'est la réversibilité des choses aussi. Moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre au départ, mais c'est mes études, c'est ma culture première, c'est les mots, c'est la poésie. Et j'avais à un moment envie de créer un manteau politique dans le sens large, hein, pas des partis politiques, non, du vivre ensemble. Et aussi donc un manteau poétique et un manteau philosophique. Donc je les ai pas faits tout de suite dans la même, voilà, dans le même jet, mais petit à petit, vous allez voir, je vous les montrerai en temps voulu, ils sont sortis de l'atelier. Ils avaient quelque chose à dire d'un moment de vie. Le manteau poétique, je le dois, celui-ci, à une poète chilienne qui s'appelle Violeta Parra et qui a écrit un poème qui s'appelle Gracias a la vida que me ha dado tanto, merci à la vie qui m'a tant donné. Et comme tout fonctionne en résonance, j'ai découvert ce poème parce que j'écoutais un morceau de musique de Jorah Feldman, qui est un clarinettiste dont j'aime le son de la clarinette, et une amie me dit « Ah oui, mais ça, c'est le poème, c'est la mise en musique de ce poème. » Et voilà, et c'est lié à quelque chose de personnel, mais au décès de ma mère. Voilà, donc Gracias a la vida, c'était pour ma mère. Là, c'est un travail qui a été fait avec un poète, Michel Butor, qui est décédé maintenant, mais poète quand même contemporain, à qui j'avais demandé d'écrire des poèmes, mais je voulais avoir son écriture à lui. Donc là, vraiment, c'est le texte de Michel Butor. Là, c'est une période où je travaillais beaucoup à New York et voilà, et le côté de graphisme des buildings, pareil, les photos, et avec effectivement toujours les mots, une espèce de calligraphie, mais pas une calligraphie asiatique qui m'a toujours attirée, mais vers laquelle je suis pas encore allée. Non, toujours, malgré tout, avec aussi des inspirations assez asiatiques dans certaines formes. On va toujours capter un peu partout. Voilà, là c'est un dérivé du manteau, donc du manteau mode d'emploi, où effectivement on me demande aussi toujours comment vous faites. Et donc un jour j'ai dit on va écrire la définition du manteau mode d'emploi. Donc c'est un peu comme une définition de dictionnaire. Après que moi je place un peu vite parce que ça c'est un travail avec du velours jacquard. Ça c'est des pièces qui sont au musée des tissus à Lyon, qui ont été achetés par le conservateur Guy Blasi à l'époque. Donc le mouvement, le lâcher de manteau, c'est des choses qui m'intéressaient, voilà, avec des graphiques à l'intérieur. C'est juste pour que vous ayez une vision du mouvement, des choses. Voilà. Voilà, ça c'est des pièces qui s'appellent Kowloon. Ça c'est des inspirations d'un de mes séjours à Hong Kong, où vraiment, Hong Kong c'est la lumière de la ville. Et voilà, j'ai fait une série de photos un soir et sur lesquelles j'ai aussi pas mal travaillé. C'est des choses que j'ai déclinées sur plusieurs vestes. Voilà. Donc là, c'est toujours une recherche de la couleur, le feutre étant quand même quelque chose d'assez mat. J'essaye de trouver une énergie de couleur qui vient dessus. Voilà, ça c'est un des premiers manteaux que j'ai fait.
C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les manteaux parce qu'une des principales inspirations du départ, c'est quand même une profonde admiration pour les manteaux de Fortuny, dont on avait quelques exemplaires au musée des tissus à Lyon. Chaque manteau a un peu son histoire ou l'histoire que je me raconte pour les créer. Donc voilà, ça c'est mémoire. C'est aussi un manteau qui est fait à partir de plein de morceaux de feutre parce que comme je ne jette rien à l'atelier, la moindre chute de soie peut être utilisée. Et là, j'avais envie de travailler avec le nombre de chutes qui étaient restées. Donc là, c'est un manteau qui a été créé qui a été inspiré du film Le Château de l'Araignée de Kurosawa, dans lequel a été intégré, donc c'est un Kurosawa, le Château de l'Araignée, c'est Macbeth, a été calligraphié en japonais par un ami japonais. La citation de Shakespeare est la suivante: la vie est une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite durant son temps sur scène et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot rempli de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Donc ça, c'était le manteau politique. Et bon, voilà, je continue. Ça, c'était passage. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que ça, c'est une pièce qui a été acquise par le musée de la soie d'Anzhou et donc qui est une inspiration donc d'une de mes photos qui est effectivement faite in situ sur le musée, et après je suis rentrée et j'ai créé ces pièces en feutre, donc recto verso, à partir de ce travail photographique. Bon, et là on arrive à une des dernières expositions où j'avais décidé de faire un manteau style années 20 en hommage à Paul Poiret, et là c'est une autre pièce. Voilà, avec une image intégrée, une photo, je vous laisse regarder. Là, les tentures, si vous pouvez les voir en vrai, elles sont ici, pour certaines. Voilà, donc là c'est l'intérieur d'usine de Mouzon, quand la nature reprend ses droits, comme souvent. L'intérieur, les machines aussi. C'est un univers de friche, mais là, cette scie est exposée ici aussi. Ça, c'est la Chine en construction. Ça, c'est justement Kowloon, une des tentures de Kowloon, de ces photos qui ont été faites, où d'un coup, j'ai cherché à capter la lumière avec juste un personnage qui existe, qui n'existe pas, mais qui est baigné dans la lumière. Voilà, et là, on est en Mongolie intérieure. Alors après, c'est l'imaginaire qui parle. Moi, j'imaginais les hordes barbares voilà, qui venaient attaquer la ville en feu, les immeubles, enfin bon, voilà. C'est l'imagination qui parle. Voilà, celle-ci, vous l'avez vue. Et après, je finis, mais là, je vais aller très vite. C'est des sources d'inspiration à venir. On est en automne, c'est l'automne qui arrive. Voilà. J'aime bien le côté plus méditatif des choses, effectivement, quand on peut s'arrêter. Quand je suis contente d'une des pièces, c'est vrai que je peux m'arrêter et la regarder. Parfois, il y a des photos que je transforme et des photos que je garde entre photos. Il y a un va-et-vient. J'aimerais bien que les arts ne soient pas cloisonnés, parce que nous, on est tout le temps en train de passer d'une chose à l'autre. D'une écriture, ce n'est pas une écriture graphique, d'une écriture photographique, d'une écriture textuelle. C'est tout ce lien-là. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop longue.